Bienvenue dans Libre d'être riche, le podcast qui transforme votre rapport à l'argent et vous aide à mieux gérer vos finances personnelles, à gagner plus sans nécessairement travailler plus et à investir intelligemment. Je suis Nathalie et chaque semaine, je vous parle d'argent, d'investissement et de liberté financière. Libre d'être riche, c'est tous les mercredis. Alors, installez-vous pour un nouvel épisode. C'est parti! Je reviens d'une petite semaine de vacances à Chypre du Nord, la partie turque de l'île, et j'avais envie de partager avec vous ce que j'en ai retiré. Bien sûr, ça m'a permis de faire le plein de soleil, d'en apprendre plus sur l'histoire un peu compliquée, il faut dire, de Chypre. Et j'avoue que je n'y connaissais pas grand-chose, de profiter de beaux paysages, de jolis monuments, mais j'ai aussi reçu, et je ne l'avais pas prévu, une magnifique leçon de vente. Parce que lorsqu'on va dans un pays sous protectorat turc, on ne peut pas éviter les marchands de tapis. Ceux que l'on visualise généralement comme étant particulièrement collants, accrocheurs, que l'on associe souvent à de la vente forcée, qui vont pas vous lâcher jusqu'à temps que vous ayez acheté quelque chose, et qui portent sur leur nom l'image absolument négative du mauvais vendeur. En réalité, si on regarde bien, dire à quelqu'un: «Tu es un marchand de tapis», ça n'est certainement pas un compliment. Le marchand de tapis a mauvaise presse et pourtant, je vais vous avouer, c'est un excellent vendeur. Un vendeur qui nous rappelle quelques principes de base de la vente et ça va être pour moi l'occasion de les redire ici dans ce 11e épisode du podcast Libre d'être riche. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur la vente, davantage d'informations sur les investissements, sur l'argent, sur la liberté financière, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Ces principes de base de la vente que je vais rappeler ici serviront bien sûr à tous ceux qui sont indépendants, qui sont à leur compte, qui sont chefs d'entreprise, mais aussi aux commerciaux ou aux infopreneurs, ceux qui s'intéressent à vendre des produits ou des formations sur Internet. Mais si ça n'est pas votre cas, suivez quand même ce podcast parce que vous allez voir que ça va également vous parler. Parce que si nous ne sommes pas vendeurs, nous sommes acheteurs et les freins que nous avons en tant que vendeurs sont exactement les mêmes que nous avons en tant qu'acheteurs. L'acte de vente, on ne peut pas y couper. En acheteur ou en vendeur, c'est plusieurs fois par semaine ou peut-être même par jour. Alors le premier principe qui m'est apparu au travers de ce voyage, rappelé par ces marchands de tapis, c'est que vendre n'a rien de honteux ou de sale. On est d'accord que c'est une particularité de la culture française d'associer la vente à une activité honteuse, une activité sale, de fuir les vendeurs. C'est plus ou moins conscient, mais c'est clairement le cas chez beaucoup, beaucoup de Français. La question, c'est pourquoi est-ce que la vente serait une activité honteuse ou sale? Est-ce que c'est parce qu'un vendeur parle d'argent? Et on sait que parler d'argent, c'est pas bien. Est-ce que c'est parce qu'un vendeur affiche son besoin de gagner de l'argent? Parce que ce qu'il dit, c'est qu'il tient absolument à échanger un produit, un service contre de l'argent. Il ne fait pas ça pour le fun. Disons qu'il ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Vous non plus d'ailleurs, et moi non plus. Est-ce que c'est parce qu'on devrait offrir ces services et non les échanger contre de l'argent, faire du bénévolat H24? C'est tellement plus noble que de vendre quelque chose. En réalité, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on a tendance à mal considérer la vente alors qu'un vendeur ne fait rien de mal. Il n'y a rien de mal à vouloir gagner de l'argent. Il n'est pas en train de tuer quelqu'un, de terroriser quelqu'un, de s'adonner à des actes de torture. Non. En plus, il affiche des compétences pour convaincre un acheteur qui sont des compétences plutôt compliquées, qui n'ont pas moins de valeur que celles qu'on utilise pour enseigner ou pour soigner. Alors j'entends bien que quelque part dans votre tête, il y a sûrement cette histoire que c'est mieux d'enseigner, c'est plus noble. En réalité, c'est ni plus noble, ni moins noble que de vendre. Lors d'une vente, personne ne meurt, personne n'est contraint. Chacun garde la possibilité qu'il a de dire oui ou de dire non. Mais peut-être que votre facilité à décrier les vendeurs vient de votre difficulté à dire non.
Et dans ce cas-là, on pourrait dire que c'est pas le vendeur qui a un problème, c'est peut-être vous qui devez regarder pourquoi c'est si compliqué de dire non. Parce qu'à partir du moment où on est prêt à dire non, à dire au vendeur que non, on ne va pas acheter, qu'on est tranquille par rapport à ça, la vente n'est plus un problème. Deuxième principe, aucune vente ne peut se faire sans connexion préalable avec l'acheteur. Le plus dur dans la vente, c'est d'établir une connexion avec l'acheteur. Autrement dit, de savoir trouver les mots pour que l'acheteur se sente compris, pour qu'il ait envie d'interagir avec le vendeur. Sans quoi, on risque de passer pour un vendeur, de foire qui force les gens, vous savez, les bonimenteurs dans les foires ou et ça, c'est peut-être pire si vous proposez un service que vous êtes à votre compte. Vous lirez dans les yeux de vos interlocuteurs qu'ils n'ont rien compris à ce que vous proposez. Quand j'ai commencé à travailler notamment sur la liberté financière, c'était exactement ce que je voyais dans les yeux des gens en face de moi. Je leur disais que je travaillais sur, l'argent, que j'aidais les gens à gagner de l'argent, que j'aidais les gens à investir, probablement pas avec ces mots-là et donc clairement, je voyais dans leurs yeux que rien ne passait, le contact ne passait pas. Donc bien évidemment, si le contact et la connexion ne passaient pas, s'ils ne comprenaient pas ce que je disais profondément, si ça ne leur parlait pas profondément, il est évident que jamais ils ne m'auraient acheté quoi que ce soit. Heureusement, j'ai fait un petit travail sur moi à un moment donné, un petit travail avec une personne qui savait parfaitement, parler le langage du client et depuis, ça va mieux. Alors, comment on établit une connexion avec son acheteur? En parlant de ses problèmes et non des vôtres. Avant de lui parler de ce que vous vendez, parlez-lui des problèmes qu'il rencontre. Montrez-lui que vous le comprenez. Au lieu de dire je vends des alarmes, si vous êtes un vendeur d'alarmes, dites plutôt vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre propre maison. Ça, c'est le problème de l'acheteur. Voici comment je peux vous aider. Je n'ai pas parlé de mon produit, j'ai parlé du problème que rencontre l'acheteur. La deuxième manière d'établir une connexion, c'est en utilisant des mots pour nommer de vraies choses. Sortir des concepts. Je sais qu'à l'école, on nous a appris à synthétiser les choses et à utiliser des jolis mots qui sont des concepts. Sauf que les jolis mots, ça ne fait pas vendre. Ça ne permet pas à la personne en face de se sentir en connexion avec nous. Donc, quand on n'utilise pas de vrais mots, eh bien, on risque de passer à côté de sa vente. Les concepts, ça ne signifie généralement pas grand-chose, ça ne donne pas envie d'écouter. J'ai lu récemment sur une brochure la volonté de son auteur de mettre l'humain et l'environnement au centre de sa démarche municipale, puisque c'est une personne qui se présente pour des élections municipales. Est-ce que ça vous parle, mettre l'humain et l'environnement au centre? Moi, en fait, pas vraiment. Est-ce que vous n'auriez pas été davantage attentif s'il vous avait proposé de recruter du personnel pour accompagner les personnes âgées dans leurs courses, d'organiser une foire au bricolage pour favoriser la revente de matériaux d'occasion ou d'installer des panneaux solaires sur le toit du gymnase pour être autonome en énergie? Est-ce que vous préférez mettre l'humain et l'environnement au service de la commune ou est-ce que vous préférez accompagner les personnes âgées dans leurs courses, favoriser la revente de matériaux d'occasion et être autonome en énergie? Dans la vente, on utilise des mots que tout le monde comprend. Troisième manière de se connecter à son acheteur, en remettant votre proposition en perspective, autrement dit en contextualisant. Contextualiser, ça signifie resituer la proposition de vente dans un environnement plus vaste. Je vous parle de ça non pas parce que j'en ai envie, mais parce que c'est l'actualité. Je vous parle d'un récupérateur d'eau, non pas parce que c'est un produit que j'ai en catalogue, mais parce que vous n'êtes pas sans savoir que les jours de sécheresse augmentent en même temps que le réchauffement climatique. Si je vous parle du réchauffement climatique, vous pouvez être d'accord avec moi sur ce contexte. Et si vous êtes d'accord avec moi sur ce contexte, à partir de ce moment-là, je vais vous proposer une solution qui est le récupérateur d'eau et il y a des chances que je puisse vous convaincre. Si j'oublie le contexte et que j'arrive bille en tête en vous disant tu veux pas un récupérateur d'eau, peut-être que vous serez moins enclin, moins encline à dire oui. Si vous êtes d'accord sur le problème, vous serez peut-être d'accord pour adopter la solution que votre vendeur vous propose. Troisième principe, ne pas craindre de parler des problèmes ou ce qu'on appelle des objections. Beaucoup d'entrepreneurs débutants ont peur d'annoncer leurs tarifs, par exemple. Surtout s'ils sont un peu élevés par rapport au marché ou s'ils sont un peu élevés à leurs propres yeux.
Donc au lieu d'annoncer le tarif, ils tournent autour du pot. Ils vont faire quelque chose pour dire: «Je ne vous dis pas combien ça coûte». Peut-être qu'ils ne vont pas le dire, mais qu'ils vont l'envoyer par mail. Ça peut être une solution d'éviter le problème. On va prendre un exemple. Vous vendez des t-shirts super originaux, de très, très bonne qualité à 70 € pièce. Les t-shirts chinois, made in China, ils valent plutôt 20 €. Alors vous avez 2 solutions. Soit vous vantez les mérites de vos t-shirts en disant qu'ils sont super qualité, qu'ils sont, super originaux, mais vous oubliez de dire qu'ils valent plus de 3 fois le prix d'un t-shirt chinois et c'est pas la meilleure méthode. Ou alors, vous mettez les pieds dans le plat et vous expliquez pourquoi vous ne trouverez pas ici de t-shirt à 20 €. Ici, vous ne trouverez pas de t-shirt à 20 € parce que ce sont des t-shirts originaux et parce que ce sont des t-shirts de qualité. Originaux, ça veut dire qu'il y a des artistes derrière qui ont travaillé pour, illustrer le t-shirt et que donc il va falloir les payer. De qualité, ça veut dire qu'a priori, ça va tenir un lavage, 2 lavages, 3 lavages, peut-être 10 lavages sans déteindre et ça aussi, ça a un coût. Vous pouvez décider d'acheter un t-shirt à 20 € et de le renouveler tous les mois ou alors d'acheter un t-shirt à 70 € original pour lequel les gens vous feront des compliments et qui va, résister au temps, donc vous l'aurez encore dans un an. Je n'ai pas fait semblant de ne pas citer le tarif. Plus vous serez à l'aise pour parler de votre offre ouvertement et de vos tarifs ouvertement, qu'il s'agisse des points forts ou des points faibles de votre offre, c'est pas forcément que les tarifs d'ailleurs, mieux la vente se passera. Dans tous les cas de figure, on ne fait pas semblant de ne pas connaître les points faibles de notre produit, on met les pieds dans le plat et on en parle. Quatrième principe, la vente, ce n'est pas 100% de conversion. La conversion, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui achètent par rapport au nombre de personnes à qui vous avez proposé votre offre. Tous les vendeurs du monde le savent, on ne gagne pas à tous les coups et c'est normal. On va dire que déjà, si 5 ou 6% des personnes à qui vous parlez disent oui, c'est déjà excessivement bien. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque je vends mon programme Richesse et Liberté, je commence par un défi gratuit. Sur ce défi gratuit, je vais avoir 10 000 personnes qui se sont inscrites pour le défi. Il y en a à peu près 4 000 qui suivent le défi. Sur ces 4 000 personnes, je ne vais pas avoir 4 000 acheteurs. Je ne vais même pas avoir 5 ou 6% des personnes qui vont acheter. Mais ça n'est pas grave. Bien évidemment, plus je vais avoir de personnes à qui je vais donner de la valeur et qui vont venir s'inscrire pour ce défi gratuit, plus il y a des chances qu'à la fin, je fasse des ventes. Donc pour augmenter ces chances de conversion, le mieux, c'est encore de donner de la valeur avant de demander, avant de dire, voilà, j'ai un produit, si vous voulez, vous pouvez l'acheter. On va partager des conseils gratuits, des astuces, des informations, un défi. En prouvant son expertise, en donnant des conseils utiles, les gens viennent d'eux-mêmes. Ou en tout cas, ils seront plus enclins de m'écouter, si c'est moi qui parle, et peut-être d'acheter. À propos d'écoute, est-ce que vous êtes abonné à ce podcast? Libre d'être riche. Vous allez y retrouver des informations sur ma vision de l'argent, de l'investissement, de la liberté financière et bien sûr, il se trouve sur toutes les plateformes de podcast, donc votre plateforme de podcast préférée et même sur YouTube. Vous allez avoir une audience, à un moment donné, vous allez lui faire une proposition. Si la proposition commerciale que vous faites répond aux besoins de votre client, ou peut-être à son envie, parce qu'on n'achète pas toujours par besoin, des fois on achète par envie, vous trouverez un terrain d'entente. Si ça n'est pas le cas, vous aurez eu le plaisir d'échanger et peut-être, en tant que vendeur, vous aurez eu le plaisir de contribuer, d'aider à faire grandir votre client. Où en êtes-vous avec la vente? Est-ce que aujourd'hui vous avez peur de ne pas savoir vous dépêtrer d'un marchand de tapis? Est-ce que vous avez peur d'apparaître vous-même comme un marchand de tapis? Ou bien est-ce que vous êtes enclin ou encline à converser agréablement lors d'un échange qui se soldera ou pas par une vente? Dites-le moi en commentaire de ce podcast. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée et prenez quelques secondes pour me laisser 5 étoiles et un avis. C'est grâce à vos retours que je peux créer du contenu toujours plus pertinent et vous accompagner au mieux dans votre voyage vers la liberté financière. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Libre d'être riche.